Dans la tête d'un cycliste Heroes, Romain Bardet. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Aujourd'hui, on reçoit l'un des plus grands coureurs français de sa génération. Podium sur le Tour de France, victoire de prestige, un style offensif qui a marqué les esprits. Romain Bardet a écrit certaines des plus belles pages du cyclisme moderne. Alors Romain, merci beaucoup d'être avec nous pour commencer cet épisode après une longue journée médiatique. Comment vas-tu vraiment ? Ça va bien, merci. Je pensais que je fais mon dernier un peu au point presse comme ça avant ma dernière course au Dauphiné. Il y avait pas mal de... c'est toujours pas les mêmes têtes après qui m'ont suivi durant toute ma carrière. Et je pensais on avait un peu célébré ce dernier soir parce que c'est jamais un truc que j'ai recherché ou quoi que ce soit. Donc je pensais avoir clos le chapitre. Mais je retrouve une petite piqûre de rappel aujourd'hui, mais c'est plutôt cool. Bon, en tout cas, merci à toi de te rendre disponible. On va essayer de faire un podcast sur qui tu es vraiment en dehors de l'athlète, de comprendre vraiment tout le cheminement aussi de ta carrière. On a vu, et on reviendra dessus sur le documentaire fait avec Lapierre, différents éléments que tu as pu citer. On a pu voir aussi ta famille, ton fils, ton père. On a vu différents angles. Pour commencer vraiment, j'aimerais bien comprendre comment tu arrives dans l'univers du vélo. Est-ce que petit, tu vois le cyclisme à la télé, tu dis c'est ça que je veux faire ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore sur une selle et tu as été sur une selle pratiquement toute ta vie ? Oui, alors ça remonte maintenant parce qu'on doit se plonger plusieurs décennies en arrière. Mais c'est vrai que j'accompagnais, mon père était un coureur régional qui faisait des courses à l'époque, il faut resituer, il y a quand même beaucoup plus de courses en local, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup de voitures pour faire des courses au printemps ou l'été. Et tout bêtement, je l'avais en l'accompagnant sur une course à 5 km de la maison, j'avais vu des enfants de mon âge sur un vélo à faire des petites courses et mes parents avaient toujours été un peu réticents à me mettre et bon, je les ai forcés et l'année d'après ils ont cédé, je dirais. Et en fait depuis je m'étais fondé vraiment un groupe de très bons copains. Donc à l'époque j'avais 10 ans. Des amis que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs, pour la petite histoire, que je retrouve sur les courses de gravel aussi. Incroyable. Et ça c'est encore mieux, c'est pour ça aussi que je fais du gravel. Et donc voilà, on était une bonne bande, on n'était pas forcément ensemble à l'école, mais on était, on s'entraînait le mercredi ensemble, on allait sur les courses, les week-ends ensemble aussi, et je retrouve un peu cet esprit-là maintenant. Et après, de fil en aiguille, j'ai aimé ça. Je me suis aussi passionné pour les courses, les champions cyclistes. On allait forcément voir le Tour de France aussi quand il passait dans la région étant gamin. Et bien sûr, comme tous les gamins, je rêvais d'un jour d'être un champion cycliste. Mais d'une fois que finalement j'ai commencé à pratiquer, et à partir de mes années juniors, c'est toujours resté... ça n'a jamais été un objectif, un chemin de vie. Je dirais que tout est venu finalement... plus de gré à gré au fil du temps et l'appétit est venu en mangeant et j'ai pu aussi assouvir ce besoin viscéral de sport et cette envie d'être bon dans ce que je fais à travers le sport et le vélo. Et pourquoi tu as vu ces cyclistes-là qui avaient ton âge et tu t'es dit j'ai envie de faire ce sport, tu as utilisé peut-être 4 fois le mot ensemble, amis, tu me dis que c'est ce que tu retrouves maintenant. Est-ce que c'est la notion de partage que tu cherchais dès petit ? C'est la notion de performance, tu voulais gagner ? C'est quoi un petit peu cette notion qui t'a amené à vouloir monter sur cette selle ? Bien sûr, je crois que la dimension humaine a toujours pour moi été super importante. C'est pour ça que j'ai aussi connu que 2 équipes durant ma carrière, parce que je m'attache aussi aux gens et le projet, sans parler de projet social, mais le projet, je dirais... les relations d'amitié et de confiance que tu peux nouer, pour moi, se forgent au fil du temps. Et la fidélité aussi à des gens, à des valeurs, a toujours été une ligne directrice de mon parcours. Et aussi, je trouvais dans le vélo, finalement, à chaque fois que j'ouvrais des possibles, je définissais de nouvelles frontières. Et ça me permettait au quotidien de développer mon engagement, de mettre des choses en place pour essayer d'à chaque fois de viser un peu plus haut. Et j'étais toujours dans cette démarche de progrès un peu constant. Et c'est pour ça que la décision aussi d'arrêter ma carrière a été assez limpide finalement sur mes dernières années, où je voyais plus trop... j'avais atteint mon plafond en termes d'entraînement, de soutenabilité d'entraînement, de performance sur les courses. Il y a une nouvelle génération qui arrivait aussi, qui était plus jeune, plus forte que ce que j'étais en valeur brute.
Donc à un moment donné, c'est vrai que pour moi la décision a été aussi assez limpide parce qu'il y avait plus cette quête un peu d'inconnu, de repousser ses limites et ça avait perdu pour moi un peu de croquant. Et tu dis repousser ses limites, c'est vrai que je caractérise le vélo, tu vois, on dit on fait du vélo, on fait de la course à pied, tu vois, un petit peu les sports d'endurance. On dit pas on joue au tennis, on joue au foot, tu vois, il y a cette notion de jeu qui vient sur les autres sports. La douleur, nous, les auditeurs, auditrices sont des sportifs amateurs, des sportifs aussi qui commencent le vélo. Je trouve que la douleur du vélo, dans la cuisse, la position, au début, on n'arrive jamais à trouver cette fameuse position. Toi, tu l'as tout de suite appréhendé ou tu as mis des saisons jeunes à découvrir tout ça ou alors il y avait cette notion de jeu, finalement, qui t'a permis de créer cette aventure? Oui, je crois que après ça devient assez naturel. On fait du vélo de route. Par contre, on joue au gravel. Ah. On joue au gravel, mais alors pour tous les pratiquants, on a coutume aussi de faire des coupures, notamment souvent c'est cette période de fin octobre, période automnale, de se dire on pose le vélo pour 15 jours, souvent 3 semaines, parfois un mois. Et les douleurs, en s'arrêtant même 3 semaines ou un mois, j'ai l'impression de toujours repartir d'un niveau de zéro, donc c'est des douleurs normales. Et quand on les a, c'est que soit qu'on s'entraîne pas assez, soit qu'on n'est pas assez assidu, mais elles disparaissent au fil du temps et de l'entraînement. Et après, c'est toujours été je dirais un prolongement. Et même une fois, je dirais que même en ayant arrêté ma carrière au plus haut niveau, j'ai toujours ressenti ce besoin d'en faire, parce que ma pratique est aussi décorrélée, je pense, que de la pure performance. Il y a un plaisir un peu solitaire de me retrouver en harmonie avec moi-même, avec la nature aussi, maintenant sur des terrains beaucoup plus variés que ce dont j'avais l'habitude. Et cette envie quelque part de chercher une ouverture, un dépassement de soi à travers des coups de pédale finalement. Ouais, c'est sûr, il y a vraiment cet aspect, comme tu le dis, dépassement, cet aspect nature, et j'ai envie de comprendre, on a eu ce privilège et j'ai envie de le partager aussi aux auditeurs auditrices durant tout ce podcast qui reviennent en arrière un petit peu avec nous. Tu disais que finalement cette lumière de devenir cycliste professionnel, elle est apparue presque devant toi. Quand est-ce que tu réalises que tu peux finalement vivre de ce sport ? C'est à quel âge ? C'est sous quel angle ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un impact justement sur cette carrière-là ? Est-ce que tu peux nous emmener un petit peu sur cette bascule-là ? Oui, bien sûr, il y a une bascule pour moi très claire. Ça a été... j'ai fait partie d'une très bonne génération en 90 où j'ai fait en sélection de l'équipe de France. 90 pour les gens qui suivent le vélo, c'est aussi la génération des Sagan, des Kwiatkowski. Moi j'étais en équipe de France notamment aussi avec Thibaut Pinot, donc il y a eu une émulation vis-à-vis de ça aussi. Moi j'avais envie de faire des études à côté, donc j'ai pris un peu plus de temps pour passer chez les pros, mais je voyais Pinot déjà performer chez plus jeunes années, ça m'a donné envie. J'étais aussi vraiment comblé et happé par ma vie d'étudiant post-bac, donc j'étais pas très sérieux ma première année, mais pendant le Tour de France 2010, j'ai eu un appel de Vincent Lavenu qui était fondateur et manager de l'équipe H2R, qui m'a appelé pendant le Tour de France alors qu'un de ses coureurs avait le maillot jaune, à l'époque Nocentini, pour me demander de rejoindre sa structure de développement pour l'année suivante. Okay. Et là j'ai dit, si un des managers d'une des plus grosses équipes françaises prend du temps un soir, alors qu'il a autre chose à faire, il a son équipe qui a à défendre le maillot jaune, c'est qu'il y a des gens qui croient en toi, et botte-toi les fesses, et remets-toi à faire du vélo, je sais pas plus sérieusement, mais fais les sacrifices que cela implique. Et l'année d'après, donc j'ai rejoint le Chambéry Cyclisme Formation, qui me permettait aussi de mener mon double projet. Je suis resté scolarisé à la fac de droit à Clermont pour avoir ma licence. J'étais dans ma 2e année de cursus, mais j'ai rejoint cette équipe-là qui avait participé à des stages chez les pros, et là j'ai commencé à bien marcher chez les espoirs, et après je suis passé pro 2 ans après, une fois ma licence validée. Tu parles de ce cursus, on voit que ça a eu un impact dans ta carrière et ça a eu même une importance. Je ne sais pas si on peut avoir un avis là-dessus, mais aujourd'hui on dit que les jeunes générations veulent aller de plus en plus vite, ont moins cette patience, mais malgré tout, là, toi tu nous partages que tu voyais Thibaut Pinot performer. Comment tu as eu cette patience en toi ? Comment tu t'es dit
finalement moi je vais continuer ce double cursus, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps, ou alors tu t'en rendais pas compte? Je pense que j'avais besoin socialement aussi d'être quelqu'un d'autre qu'un simple coureur cycliste. Enfin qu'un simple, c'est pas du tout péjoratif, mais j'avais une double identité un petit peu à cette époque-là, et pour moi ça restera parmi mes meilleures années de vie, c'est-à-dire que j'étais étudiant la semaine, je faisais du vélo sur mon temps libre, et j'allais sur les courses avec des copains, des coéquipiers, certains qui sont restés des amis. Et j'avais un peu cette dissociation d'identité qui me permettait de pas renoncer, d'être sur tous les tableaux. Et j'ai vécu mon adolescence en fait. Je faisais du sport sur mon temps libre parce que j'aimais ça. Et à la fois, j'ai profité des soirées étudiantes, des bonheurs de l'indépendance finalement. J'ai appris un petit peu ma future vie d'homme là-dedans. Et je trouve que j'ai été chanceux de passer à cette époque-là parce que ça serait difficilement possible aujourd'hui avec l'accélération des processus pour faire émerger les talents. Donc ça m'a pris plus de temps, mais je le regrette pas du tout parce que j'ai pu vraiment aussi vivre des moments de vie qui, je pense, sont formateurs dans notre vie d'homme futur. Et qu'est-ce qui se cache derrière tout à l'heure, tu utilisais un mot qui est quand même assez fort, le mot sacrifice. Qu'est-ce qui se cache derrière cette transition où tu t'entraînes tranquillement, comme tu le dis, à côté de tes études, pour le plaisir, avec les amis, tu partages, et à un moment donné, tu vas viser le top niveau, tu veux rouler en World Tour. Qu'est-ce qui se cache derrière ces entraînements difficiles et la difficulté à appréhender à l'entraînement au quotidien? Ouais, c'est pas tellement l'entraînement le dur. C'est le mode de vie finalement. C'est une quête perpétuelle aussi d'amélioration parce que dans chaque minute c'est un peu exagéré, mais chaque heure de ton quotidien de sportif de très haut niveau est plus ou moins de toute façon définie par la performance globale. Après un entraînement, tu vas vouloir bien manger, récupérer, te coucher tôt le soir, essayer de faire des soins pour récupérer. Donc finalement le processus est presque infini. Après un entraînement, il faut te faire masser. Des fois, tu peux faire de la cryothérapie. Des fois, donc analyser ta séance, penser à celle du lendemain. Donc il y a une charge mentale qui en découle. Pour moi, en fait, l'entraînement, c'est la partie la plus facile de la journée parce que finalement, tu es payé pour ça. Mais c'est qu'une composante de la performance. Et quand on veut être au plus haut niveau dans n'importe quel sport, finalement, toutes ces entre guillemets ces accessoires de la performance, que sont la récupération diététique, l'hygiène de vie, vampirisent finalement quasiment toutes tes activités annexes que tu peux avoir. Et ouais, parce que aujourd'hui, on a introduit le podcast sur ça où j'en rigolais parce que je me dis comment il peut avoir encore de l'énergie à nous consacrer à nous et de se dire tu as enchaîné tous les interviews, tu me disais c'est un petit peu le revers de la médaille. Je pensais avoir dit au revoir à ça en plein boom de ta carrière. Ça, c'est des activations qui n'ont pas lieu, d'enchaîner autant, par exemple, la partie presse. Est-ce que, tu vois, t'as eu ces moments-là où c'est vraiment focus très performance et c'est très cadré à côté? Non, ça a toujours été aussi... Alors, c'était maîtrisé en termes de... Mais c'est vrai que ça fait partie aussi, je trouve, du métier quand tu es coureur cycliste. Tu es suivi par des sponsors, des équipes qui aussi font vivre... beaucoup de familles autour, parce qu'on parle beaucoup des coureurs qu'on met en avant, mais c'est tout un écosystème derrière qui est là pour la performance du coureur et donc c'est normal aussi que les sponsors bien sûr demandent de l'exposition et du temps de leurs athlètes pour des sollicitations et faire parler forcément d'un milieu et de compétition à venir. Ça a toujours été pour moi une tâche aussi un petit peu difficile parce que j'ai jamais été non seulement voulu fanfaronner, mais aussi j'ai toujours été assez inconfortable avec la manière de devoir annoncer des choses, annoncer des ambitions. Je crois que les réponses, elles se font sur le terrain et finalement, en tant qu'athlète, on est aussi dans un doute souvent permanent sur comment va être la concurrence. En tout cas, moi, c'est toujours vécu comme ça. J'ai été toujours un petit peu à reculons sur afficher mes ambitions parce que non seulement le sport est multifactoriel et en plus on a beau avoir une bonne prépa, on n'est jamais sûr de soi, de ses billes à 100%. Donc ça a toujours été une partie un petit peu ingrate, mais à laquelle aussi il faut accepter de jouer le jeu parce que le système marche comme ça. Et puis
voilà, c'est le petit revers de la médaille. Si maintenant on va sur justement tes années World Tour, je te laisserai le choix après d'aller soit sur les bons souvenirs ou les mauvais souvenirs que tu as pu vivre, parce que je pense que c'est important de voir l'envers du décor. Avant tout, je voulais comprendre un petit peu le profil d'athlète que tu étais. Tout à l'heure dans le documentaire, et au moment où le podcast va sortir, le documentaire sera disponible, tu disais « je n'ai jamais été un gagneur à tout prix ». Et en même temps que tu as dit cette phrase, elle a résonné en moi et je me suis dit « mais quand même, Romain, il était souvent à l'avant de la course ». Je me dis « il se passe quoi dans ta tête ? C'est quoi ton optique quand tu es sur une ligne de départ ? Qu'est-ce qui résonne ? Comment tu pourrais nous expliquer un petit peu différemment cette phrase de « je n'ai jamais été un gagneur à tout prix ». Oui, c'est vrai que c'est une phrase qui peut paraître vraiment paradoxale pour un sportif de haut niveau et pour un coursier, mais j'ai jamais été dans un profil qui levait souvent les bras dans l'année. J'ai aussi été formaté comme un cours de classement général. Donc un cours de classement général, c'est notamment sur les courses de semaine et surtout les grands tours comme le Tour de France, à être constant sur 21 étapes pour faire le meilleur classement général possible. Donc c'est surtout ne pas perdre de temps, en gagner quand c'est possible. Mais donc la victoire d'étape, les victoires ne sont pas la focale principale, le but principal de chaque journée. Et ça a un petit peu formaté ma manière certainement de courir à un moment donné, même si sur ces dernières années, j'ai essayé de retrouver cet instinct-là. Et aussi, c'est, je pense, une évaluation assez sincère d'un environnement, c'est-à-dire que je me suis retrouvé aussi face à certaines équipes et certains coureurs qui m'étaient aussi supérieurs. Et il fallait trouver du liant, de la substance à la motivation. Et que la victoire ne guide pas simplement une satisfaction personnelle que je puisse avoir. Ça m'a permis de rester motivé quand je faisais quand même des bonnes places, et même si je ne gagnais pas, et ça me donnait envie de revenir plus fort pour, dans la hiérarchie, à chaque fois me situer un peu plus haut. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu me partages, et que j'ai vraiment envie de partager aux auditeurs qui sont des passionnés et qui sont derrière leur télé et qui des fois ne comprennent pas certaines situations de course, certains résultats. Tu dis que la performance finalement elle est multifactorielle. Tout à l'heure tu me disais peu importe la prépa que j'ai pu faire, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est quoi un petit peu le multifacteur qui se cache derrière ? Est-ce que tu peux nous partager quelques éléments qui vont définir une performance pour toi à la fin, que ce soit sur un classement général si tu as envie de prendre cet exemple, ou alors sur une course en ligne ? Déjà, on ne maîtrise pas le niveau de ses adversaires, donc j'ai toujours essayé d'établir un référentiel propre. Alors maintenant, c'est assez objectif parce qu'on a des capteurs de puissance donc, qui enregistrent en temps réel nos données, qui nous permettent de nous situer par rapport à notre historique de performance. Mais c'est aussi le fait d'avoir des éléments objectifs par rapport à son niveau, sa trajectoire de performance, et pas se comparer forcément à ce que vont pouvoir faire Pierre, Paul ou Jacques sur une journée et peut-être être plus fort que nous, parfois être moins fort. C'est toujours essayer de garder la tête froide et trouver à chaque fois des éléments qui me permettaient de rebondir dessus, de les analyser et de dire comment la prochaine fois je pourrais peut-être faire différemment. Et c'est vrai que des fois c'est rare honnêtement quand on n'est pas dans là où les deux meilleures équipes mondiales, de définir un plan commun au briefing qu'on fait, de pouvoir le mettre en exécution. On est souvent dans ce qu'on appelait nous le contrôle des dommages. En fait, on est souvent en train de subir une situation de course et on doit s'adapter. Et on est finalement, et justement à ce moment-là, essayer de coller au mieux la situation pour tirer le meilleur profit de ce qui se présente. Mais on a beau évoquer 4-5 scénarios possibles sur une étape, on se rend compte que souvent on va être pris à défaut et il va falloir s'adapter continuellement. On est 22 équipes sur le Tour de France, de 8 coureurs avec des ambitions toutes différentes, toutes un peu secrètes parfois aussi, et on doit jongler avec aussi notre potentiel du jour, parce que des fois on a des grandes ambitions et les gens ne suivent pas, donc c'est de l'adaptation finalement permanente. Tu nous parles d'adaptation, tu nous parles de justement tu ne maîtrises pas tout, que ce soit toi ou alors les autres. Je vais te laisser maintenant guider le script dans le sens où est-ce que tu pourrais nous partager un des moments qui a marqué ta carrière, que ce soit d'une façon négative ou alors positive ? Oui, j'ai toujours du mal à ressortir des moments précis parce que ils sont tous hyper contextualisés. Donc, quand on me demande de classer mes victoires d'étape sur le Tour de France, pour moi, elles sont toutes particulières et j'ai pas envie d'en sortir une plus qu'une autre.
Mais je dirais que je pense que ma première victoire sur le Tour, quand même, pour moi, c'était un moment un peu fondateur parce que elle a été très dure à aller chercher. Mes premières années pro, tout ce qu'on fait, c'est très bien. Premier tour, c'est plutôt bien passé. Deuxième tour, je me retrouve à la lutte pour le podium. C'était l'année super pour les Français avec Jean-Christophe Perrault et Thibaut Pinot. Je porte le maillot blanc pendant plusieurs jours et je finis au port du top 5. Et en 2015, tout le monde nous annonce Pinot qui a fait podium l'année d'avant, comme là cette année c'est pour les Français. Et on se prend tous les deux une bâche monumentale d'entrée. Et là on se fait, on était vraiment plus bactères, des incapables qui savent à peine faire du vélo. En plus, ça c'est qui? C'est les médias, c'est pas les teams, c'est pas toi. Non, même si on sent une déception forcément dans l'équipe, parce que forcément la hype monte, on se dit cette année ça va le faire, on a 2 jeunes Français, les 2 dans le top 6 l'an dernier. Moi j'ai 23 ans à l'époque, donc ça devait arriver, quoi. Ça faisait déjà je sais pas combien d'années que c'était pas arrivé. Et là, première étape de montagne, les 2 par la fenêtre, plus personne devant. En plus de ça, on se retrouve du coup à chasser les étapes, on se retrouve à Mende tous les 2. On se regarde, on se fait passer, on est la risée de la planète. Et là, on réussit quand même tous les 2 à gagner une étape sur la fin de tour. Et là, j'ai dit, celle-là, elle a été dure, vraiment dure à aller chercher. Honnêtement, on avait un peu, pas tout le monde contre nous, mais on était la risée un peu de... Et bon, la victoire d'étape arrive quand même, et là j'ai dit allez, on renclenche une dynamique positive avec le Tour, et à partir de c'est 2015 et 2016 pour moi ça. J'ai fait fi finalement de ce qu'on pouvait penser de moi, couru mes courses, et 2016-2017 pour moi ça a été après très bon, quoi. Ouais, tu disais la partie médiatique fait partie de ton travail, c'est assez drôle ce que tu me réponds tout à l'heure. Tu me dis mais en fait l'entraînement c'est presque le plus facile pour moi. Tu ressens vraiment cette partie-là où finalement, tu as tous les regards qui peuvent être mis sur toi. Ensuite, du jour au lendemain, ça peut switcher. Tu ressens cette ambiance qui est directement mise sur toi ou alors c'est sur tes proches, sur des personnes qui sont autour de toi? Non, c'est vraiment sur soi. Je crois que, heureusement, j'ai toujours eu des proches très solides et qui m'ont toujours vu comme ce que j'étais, et pas seulement le coureur, et bien heureusement. Parce que c'est un miroir hyper déformant soit de lire sur soi ce qu'on voit sur les réseaux ou sur l'article de presse qui nous retarget. Donc, mais honnêtement, c'est vraiment troublant pour un jeune en formation en cas d'identité. Je pense qu'il faut avoir vraiment un socle solide, la tête sur les épaules et du recul pour appréhender ces situations-là, parce que les gens, tout un environnement font porter des attentes qui ne sont pas forcément les tiennes, et que tu dois quand même te forge une propre identité qui peut être parfois différente de celle que tu as, et tu dois porter un peu ce fardeau-là pour répondre à leurs standards ou au canon qu'ils ont fixé pour toi. Donc ça, c'est difficile, et c'est pour ça que moi, je suis très content d'avoir eu un parcours un peu plus diversifié dans mes jeunes années pour aussi me construire une identité, un socle aussi différent que ma simple carrière sportive. J'aime bien cette notion d'identité, et c'est vrai que c'est ce qui est ressorti tout à l'heure aussi dans ton film, dans les questions-réponses qu'on a pu avoir aussi avec toi. Là, tu nous le repartages. Mais le questionnement que j'ai qui se cache derrière, c'est j'ai l'impression que dans le cyclisme, c'est quand même caché derrière une équipe. Toi, comment tu te détaches aussi visuellement de ton équipe ou de l'identité que tu peux avoir dans la team? Est-ce que dans ta tête, il y a vraiment le Romain Bardet, le cycliste, qui fait partie de cette team, et après, il y a ta vie perso? Comment tu détaches un petit peu ces 2 parties-là au quotidien, équilibre vie pro, vie perso? Ouais, c'est difficile, hein, surtout parce que on a vu le Tour de France est très médiatisé, je vous l'apprends pas, et quand on sort pour des banalités de la vie quotidienne, on a envie d'être comme tout le monde et de faire sa petite vie, et pas qu'on nous parle de vélo ou quoi que ce soit. Donc moi, ça a été très dur à un moment donné, parce que c'était devenu fatigant de devoir répondre de mon travail finalement, parce que si on simplifie, c'est aussi un travail. Alors, ça recouvre bien d'autres aspects, mais c'est un travail, et je pense que
le commun des mortels n'accepterait pas qu'on lui parle de boulot H24, parce que pour les gens c'est un loisir, un divertissement parfois qu'ils regardent, mais pour les coureurs aussi, il y a d'autres facettes et ça reste une activité qui les passionne certainement. Ils ont besoin aussi de temps pour eux et de pouvoir un peu décrocher. Donc ouais, ça peut être un peu compliqué à gérer. Ça s'est vraiment apaisé au fil du temps, parce que voilà, je crois que quand on fait les choses bien, avec sincérité aussi et honnêteté, la vraie facette finit par ressortir. À un moment donné, c'est vrai que je me suis vraiment fermé parce que j'avais du coup encore moins envie de parler, etc. Parce que pas envie de dépenser d'énergie là-dedans. Et du coup, sur la fin de carrière, j'ai beaucoup plus apprécié être au contact parce que les enjeux aussi autour de ma carrière et de ma vie d'athlète étaient forcément plus les mêmes. Mais d'être dans la position d'un Français qui peut bien faire sur le Tour, ça a eu vraiment, j'ai payé un tribut pour ça et ça, je suis bien content que ce soit derrière moi. Est-ce qu'aujourd'hui tu es fier de la carrière que tu as pu avoir ? Moi, fier, je sais pas, en tout cas je suis content de m'être donné les moyens de réussir et d'avoir tout fait. Alors j'ai jamais pensé à réécrire des scénarios ou avoir des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Pour moi, c'est le plus important. Et toute l'énergie que j'ai mis dans le processus, c'est ça dont je suis fier en fait. Le résultat en tant que tel, les résultats en face de chaque année, il y a un nouveau nom, et puis l'histoire se fait. Mais d'avoir pu d'avoir le sentiment d'avoir mis en œuvre à l'instant T avec ce qui m'était donné, de m'être engagé à 100% sans arrière-pensée, pour moi, je suis heureux avec ça en fait. Ça me suffit. Cette notion de processus, on le voit bien tout au long de cet échange qu'on a, tu me dis que chaque minute presque, et je te rejoins totalement, est presque accordée à la performance totale. Tu as eu quel sentiment, toi, au fur et à mesure de l'évolution de ta carrière ? C'est plutôt toi qui challengeais tes équipes, où tu as vraiment vu le cyclisme évoluer très très vite avec les data analystes qui sont arrivés, les nutritionnistes qui sont arrivés. C'était plutôt l'équipe qui te challengeait, ou alors c'est l'inverse, c'est toi qui as challengé l'équipe et après ça a évolué ? Moi, j'ai toujours été hyper impliqué dans mes projets. Donc forcément, dans mes années H2R, ça a été une quête pour moi qui a été super. Parce qu'on a progressé ensemble. Chaque année, on visait un peu plus haut, donc on mettait les choses en place. Et j'étais vraiment, je pense, aussi moteur là-dedans, dans le sens où j'arrivais avec plein d'idées. Je passais du temps sur les biblios scientifiques, ce qui sortait et tout en termes d'entraînement, de chaleur, d'altitude, etc. J'y passais du temps. Et ça me plaisait parce que ça recouvrait aussi certainement d'autres domaines que la simple performance de l'athlète. Mais je suis allé un peu trop loin là-dedans. À un moment donné, en 2019, quand la saison ne s'est pas passée comme j'ai voulu, tout ça m'a pesé. J'ai eu besoin, quand j'ai changé d'équipe, justement, de déléguer davantage là-dedans. Et de me recentrer, c'était concomitant avec la naissance de mon fils, de me recentrer aussi sur une identité un peu plus propre et aussi, je dirais pas déléguer parce qu'on est toujours acteur et responsable de sa performance, mais en tout cas me faire davantage conseiller sur certains aspects pour avoir davantage d'énergie mentale aussi en course. Romain, il nous reste quelques minutes, j'ai envie d'aller sur cette transition du cyclisme route au gravel. De mon côté, je voulais te partager quand même, et je pense que beaucoup d'auditeurs se retrouvent là-dedans, cette petite émotion qui s'est retrouvée sur cette haie d'honneur qui, je pense, montre aussi un petit peu un bout de cet échange, le côté humain que tu as, le côté vraiment identitaire. Moi, j'ai un peu du mal, de mon point de vue, à dire que c'est une fin de carrière pour toi. J'ai l'impression que je t'ai toujours vu comme ce côté identitaire justement et beaucoup moins le cycliste sur route, et du coup j'ai juste l'impression que tu continues sur un vélo juste à changer un petit peu les pneus. C'est quoi cette évolution ? Pourquoi aller sur le gravel ? Est-ce que c'est venu comme ça du jour au lendemain, ou alors c'est un projet que tu mûris depuis quelques mois ? C'était un projet que je mûrissais parce que j'aime toujours faire du vélo. J'aime toujours faire du vélo. J'ai plus envie de m'entraîner, je vais pas le cacher, mais ça veut pas dire que je fais pas encore 12 à 15 heures de vélo par semaine, parce que quand les conditions sont bonnes, je t'avoue, je roule plus maintenant quand il pleut, mais j'aime fondamentalement la pratique, et moi ça me vide la tête.
ça me fait du bien, ça me permet d'attaquer ou de finir la journée du bon pied. Donc j'en ai le besoin. J'ai toujours aussi l'envie de découvrir un autre univers, un petit peu moins cloisonné que la route, que je puisse le faire un peu à ma manière, c'est-à-dire sans contrainte, sans me priver sur le reste. Et donc, voilà, ça a été assez naturel. Je ne me voyais pas de toute façon stopper ma pratique, parce que je trouve que c'est pas forcément sain non plus quand on a fait quelque chose. Pour moi, ça a toujours été plus qu'un métier aussi de faire du vélo. Il y a une véritable passion derrière. Et c'est pour moi un formidable moyen d'évasion en réduisant la voilure en termes de volume horaire, en termes de déplacement. Maintenant, je fais que des choses qui me plaisent. Je repars avec des copains sur les compétitions. Franchement, c'est que pour le plaisir. Ma carrière est terminée. Je fais ça pour le plaisir, pour le fun. Et c'est plutôt cool. Ce qui est beau, tu nous le disais, tu as vraiment ce côté humain, fidélité. Tu n'as eu que 2 équipes. Et là, lors de l'annonce, j'étais assez surpris de voir que la team continuer à te suivre dans ce projet. Est-ce que c'est un projet que tu leur as présenté du jour au lendemain où tu leur as dit voilà, moi je vais arrêter sur cette course, ou alors c'était une honnêteté globale entre l'équipe et toi-même sur le fait que voilà, tu voulais basculer et ils se sont dit ok, on va t'accompagner dans ce projet-là, on va continuer à rouler sur la pierre. C'est quoi un petit peu l'atmosphère qui se cache là-dedans quand on prépare l'après-carrière ? Oui, c'est vrai que c'était un moment important. Alors c'est pas une décision que j'ai prise à la légère, hein. Chaque année, depuis je dirais mes 31-32 ans, je me dis voilà, quand est-ce qu'il y aura une fin de toute façon, autant la préparer. Est-ce que je suis en accord avec... est-ce que je me régale ? Est-ce que je peux viser plus haut ce que j'ai fait ? Enfin, plus haut, oui et non. Je dirais, est-ce que je peux mettre en place des choses dans mon quotidien qui me rendraient plus performant que ce que je l'étais ? Voilà, il commence à y avoir aussi un petit... même si à 31-32 ans, on n'est pas encore vieux, on a quand même 10 ans d'écart, 10-12 ans avec les jeunes qui arrivent, petite différence générationnelle, même si je m'entendais très bien et ils me poussaient vers le haut. Mais est-ce qu'on a vraiment quelque chose à aller gratter encore ? Donc moi, cette réflexion, elle ne m'a jamais quitté. Et à la fois, j'ai eu la chance et la liberté de pouvoir en parler de manière totalement ouverte avec mon management. Et donc, quand j'ai senti que c'était le bon moment, je leur ai simplement fait part de mon intention de ne pas solliciter un renouvellement de contrat. Et à ce moment-là, on a ouvert des discussions sur une manière de continuer en 2025 de manière un peu différente. Donc moi, c'était de participer à un Rallye Tour Italie parce que je l'avais fait que 2 fois ou 3 fois auparavant. Et j'avais envie de gagner une étape là-bas. Ça ne s'est pas fait, mais j'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Et par contre, ils m'ont proposé de rester impliqué au sein de l'équipe aussi à leur côté et de m'accompagner du coup en faisant du gravel sur la fin de saison. On parle de gravel, on parle de vélo de route, tu parles beaucoup de cette notion d'identité, comme tu dis, c'est ton travail et tu le rappelles très bien le cyclisme. J'ai pris beaucoup de plaisir et là pour le coup tu étais dans l'exercice inverse, tu étais derrière le micro sur le Tour de France cette année. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire. Comment tu l'as vécu cette expérience-là ? Non, c'est pas quelque chose que j'ai toujours voulu faire parce que c'est pas évident et puis il faut, je pense, avoir le ton juste parce que c'est une position privilégiée et c'est facile soit de critiquer, soit d'encenser. En tout cas, on est des contemplateurs avant d'être des analystes. Et je crois qu'il faut avoir aussi un peu de réserve par rapport à ça. Mais quand l'opportunité s'est présentée, c'est vrai que c'est un milieu que je continue de suivre assidûment. J'ai un profond respect aussi pour les athlètes. Et j'espérais pouvoir, je pense, apporter des choses tout simplement. Et en tout cas, c'était pour moi une super expérience parce que d'être en immersion dans le peloton, de voir des choses peut-être qu'à la caméra qui sont un petit peu moins objectives, et plus difficiles à percevoir, des comportements. Et honnêtement, c'est une position rêvée parce qu'on situe où on veut dans la course, on peut analyser des choses avec une précision, une focale qu'on a nulle part ailleurs. Donc c'était super. Là, je vais te faire part de mes peurs sur la dernière question, mais vous descendez à de telles vitesses, mais je trouve que quand tu fais du vélo, tu maîtrises ton vélo, c'est toi qui décides quand freiner, etc.
Et pour vivre aussi l'expérience sur moto, c'est un tout autre domaine. Est-ce que tu as bien vécu justement toutes les descentes là, à plus de 100 km/h derrière sur la moto et en totale confiance derrière ton pilote? Ouais, ça a été à peu près parce que déjà les motos sont quand même très prudentes. Mais je t'avoue qu'il y a eu la descente du Tourmalet, je plaignais souvent les coureurs parce qu'ils ont eu vraiment mauvais temps. La descente du Tourmalet, on a eu une visibilité hyper réduite à moins de 30 mètres. Et là, dans le convoi, vraiment, ils freinaient au phare des véhicules qui s'allumaient. Et là, avec des coureurs qui rentraient de derrière et tout, j'étais plus en fait à avoir peur par le positionnement que j'ai décidé sur la moto vis-à-vis de l'échelon de course auquel on était, de créer des perturbations dans le convoi. Mais après, c'est vrai que on est des simples observateurs et annexes, je dirais, à la course. Donc c'était mon plus grand souhait, c'était surtout de ne pas perturber le bon déroulement de la course. Romain, dernière question, si on enlève la partie cyclisme, et tu peux revenir dessus, mais c'est quoi un petit peu la transmission, le message que tu voudrais passer aux jeunes générations et même aux gens qui ont aussi analysé ta carrière, que ce soit sur le sport, sur l'état d'esprit, un petit peu le message que tu voudrais transmettre à la communauté? Ouais, c'est vague, mais je crois que je crois que le sport est une très belle école de la vie, et peu importe le niveau, pour moi ça a toujours été aussi quelque part un échappatoire. Parce que ça m'a permis aussi de me réaliser d'une façon, d'une certaine façon, et aussi d'avoir les idées claires. Et je crois que c'est toujours une bonne démarche, peu importe la dose qu'on en fait, ni les challenges qu'on se fixe. Je crois qu'aussi socialement, il n'y a pas meilleur. Il y a pas meilleure expérience que aussi d'être une table autour d'un verre avec les copains et de regarder, de se dire tiens, on ferait bien cette course l'année prochaine. Et et un projet qui naît là-dessus et des choses comme ça. Et c'est ce que je retrouve maintenant, c'est ce qui me régale. Et peu importe finalement notre niveau, c'est de partager aussi des moments de vie à travers le sport, de sentir cet engagement, tout ce côté fédérateur qu'on peut apporter finalement, peu importe son niveau pratique. Romain, un grand merci pour l'échange sincère. Merci à la Pierre aussi de nous avoir proposé cette opportunité. Je te dis à très vite et encore merci pour tout. Merci à toi. Merci.